La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference. Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous écoutez le 7ème œil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Pour le mois d'avril, on a choisi de vous parler des antagonistes qui nous ont marqués au cinéma. On va parler de ces personnages sombres, violents, terrifiants, parfois cyniques et toujours marquants qui ont laissé une trace indélébile dans notre cinéphilie. Attention, on fait bien la différence entre antagoniste et méchant. L'antagoniste, c'est l'opposant du protagoniste, il n'est pas nécessairement méchant et on en reparlera notamment dans le cas de Blade Runner. Et pour ce 7ème épisode du 7ème œil, je suis comme d'habitude accompagné de Gauvin. Salut. Et Dorian. Ah salut. Ça va ? Ça va très bien, toi? Et bah nickel, ça va très bien aussi. Mais aujourd'hui, on est 4 puisqu'on a un invité. Comment ça va, Rafik ? Pour tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, tout ça ? Bah écoutez, moi c'est Rafik. Je travaille dans un cinéma. Donc je suis celui qui s'y connaît le mieux en cinéma ici apparemment. En vrai, si, il a beaucoup de connaissances, je crois. Ah ouais? Je te mets pas du tout la pression en termes de disant ça. structure. À ce point-là? Je te mets pas la pression en disant ça, mais vraiment pas. Non, en vrai, j'ai aucune légitimité d'être là parce que je m'y connais pas tant que ça en cinéma. Mais Modeste. j'ai quand même quelques trucs à dire sur ce sujet. Bon bah intéressant, tu vas pouvoir nous dire des trucs. Ouais. Bah, est-ce que tu peux en dire plus peut-être sur ton rapport au cinéma et ton rapport aux antagonistes ? Bah, mon rapport au cinéma, déjà depuis que je suis tout petit, je suis pas dans le cinéma, mais plus dans, on va dire, un peu la pop culture. Genre depuis que je suis plus petit, je me vois déjà avec, pas forcément le cinéma, mais avec, je sais pas, je me vois depuis tout petit avec une Game Boy. Ma mère depuis tout petit, elle m'emmène au cinéma. Genre, je dis n'importe quoi, mais je suis Harry Potter depuis le 3, je vais au cinéma, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ça commence à dater. Ouais, ça commence à dater. Donc pour moi, les sorties culturelles, c'était vraiment la base des bases. Et là, je commence vraiment à m'intéresser au cinéma depuis déjà 2-3 ans. J'essaie de rattraper un peu mes classiques. Donc voilà, et mon rapport à l'antagoniste, bah... En fait, je pense que ce qui m'intéresse le plus dans le cinéma, c'est pas forcément le cinéma, c'est plus la fiction, plus la narration. Et dans la narration, je pense que le protagoniste et l'antagoniste, c'est des notions quand même assez basiques. Et qui, comment on pourrait dire ça, qui sont des éléments essentiels, donc importants. Ouais, donc à traiter. toi t'es à fond dans la fiction, notamment Harry Potter, etc. Et toi t'as été déjà bercé avec Voldemort dès le début, quoi. Ouais, en gros c'est ça, ouais. En gros j'ai pas de nez là. Ça se voit pas, mais parce qu'il n'y a pas de caméra, mais je me suis coupé le nez. Oh wow. Ok, super. Bah merci Rafik. Alors bah ce mois-ci, du coup, on a sélectionné 4 films ensemble, donc très différents les uns des autres, mais ayant tous en commun la présence d'un antagoniste qui nous a marqué à sa manière. On va vous parler du légendaire Joker dans The Dark Knight de Nolan, du colonel SS Hans Landa dans Inglourious Basterds de Tarantino, de la mort personnifiée en loup dans le plus récent Le Chapeauté 2, et ou plutôt des antagonistes de Blade Runner de Ridley Scott. Et enfin, comme chaque mois, on va tour à tour disséquer ces films autour d'une problématique qui est la suivante. En quoi l'antagoniste est-il si marquant ? Et pour entamer ce 7ème épisode du 7ème œil, je propose qu'on commence par The Dark Knight. So, dead? That's 500. How about a lie? You wanna know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, "Why so serious?" Deuxième volet de la trilogie éponyme de Christopher Nolan, on nous introduit au méchant le plus redouté de Gotham, le Joker, interprété par le non moins légendaire Heath Ledger. Bruce Wayne pérennise son combat contre la pègre à Gotham City avec l'aide du lieutenant de police Jim Gordon et du nouveau procureur Harvey Dent. L'association s'avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau génie du crime qui répand la terreur et le chaos dans Gotham, le cynique Joker, animé par une volonté de semer le chaos. Alors The Dark Knight, on est sur un film de Christopher Nolan, donc je laisse... Obligé. Attends, 2 secondes juste. Ça marche. Pour les auditeurs, je vous laisse deviner qui a choisi ce film. Ça commence par un D.
Ça finit par Orient. C'est Dorian. C'était Gauvin. C'était Dorian. Bah, enfin, c'est Christopher Nolan, on parle d'antagoniste, en plus c'est moi qui ai choisi le thème. J'étais obligé de prendre The Dark Knight. The Dark Knight qui est, je pense, dans mon top 10 all time. En vrai, c'est pour moi même le meilleur film de super-héros, le meilleur film d'antagoniste. C'est vraiment un chef-d'œuvre C'est pour marrant moi. parce que je t'ai entendu dire ça pour au moins 15 films. C'est de vrai, ton top c'est 10. très vrai. En vrai, Après, il y a 10 films, quoi. il a pas tort. En vrai, il a pas tort. S'il y a 15 films pour 10 films, c'est chaud. Ouais, c'est pas ça rentre, ça rentre. Mais tout ça pour dire que The Dark Knight, ça me tenait à cœur d'en parler parce que bah, c'est un film qui me tient vraiment à cœur. Alors déjà, pourquoi ce film est aussi marquant, enfin l'antagoniste est aussi marquant, bah déjà outre le fait que, enfin déjà la performance en elle-même est vraiment considérée comme l'une des plus grandes performances de l'histoire du cinéma. Et évidemment, il y a tout un mythe et tout un fantasme autour de ce personnage qui a été créé justement par rapport à la mort de Heath Ledger, l'acteur du Joker, qui du coup à cause d'une ingération de médicaments un peu trop sévère, bah du coup a été retrouvé mort dans sa chambre après avoir tourné The Dark Knight, et il a commencé à tourner un film avec Terry Gilliam d'ailleurs, et donc du coup enfin c'est sa préparation qui l'a, enfin on sait pas si ça l'a tué ou quoi, mais en tout cas sa préparation était très malsaine, il était vraiment beaucoup dans le personnage, il était trop dans le personnage, ce personnage l'a tué peut-être, en tout cas ça a amené à quand même à le détraquer psychologiquement, et à l'amener peut-être à se suicider, donc voilà. Donc The Dark Knight, déjà première scène d'introduction qui est l'une des plus grandes scènes incroyable en scène d'introduction. On peut prendre cette scène à part entière, ça peut être un court-métrage, tellement elle est bien construite. Et justement, comme dans Inglourious Basterds, on a dans cette scène l'antagoniste qui est présenté. On nous présente cet antagoniste, on nous l'iconise. Le premier plan, on voit le Joker de dos, en contre-plongée. C'est la miniature du. Ouais, de et bah l'épisode. c'est justement pourquoi j'ai pris, parce que c'est là où on iconise le personnage du Joker, et c'est là où on le voit la première fois. Et justement, dans la première scène, on introduit son personnage, on introduit son fonctionnement, on introduit son mythe, dans le sens où on le voit pas, mais on parle de lui. Et au fur et à mesure que le temps passe, on a l'impression que on comprend ce qui se passe, et là on se rend compte comment le Joker gère comment le Joker fonctionne, dans le sens où il manipule son entourage, et à la fin de cette scène, t'as l'impression que c'est un tour de magie où il dévoile vraiment son masque, et voilà, là on a le Joker qui est introduit en une séquence parfaite, genre vraiment. Et c'est justement, je trouve que c'est un antagoniste très intéressant, dans le sens où il prend en contre-pied les autres très bons antagonistes que je reparlerai plutôt pour Blade Runner, dans le sens où dans le Joker, dans The Dark Knight, il a zéro humanisme. Il n'a pas un côté bien, un côté une lumière ou quoi. Il est dark vraiment jusqu'au bout. Mais on réussit à s'attacher à une personne qui n'est pas du tout humaine. Alors, peut-être déjà, je pense que ça vient aussi du fait que le Joker, déjà c'est un personnage qui est déjà ancré dans la pop culture de base, déjà avec le Joker de Nicholson. Mais je pense que sa performance a aussi beaucoup joué. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un antagoniste qui prend un contre-pied de tous les autres, dans le sens où même avec aucun humanisme, il a réussi à être marquant. Et du coup, justement, on va voir cette dualité entre la justice d'un côté et l'anarchie de l'autre, c'est-à-dire la justice vraiment personnifiée par Batman, et l'anarchie qui est personnifiée par le Joker, et qui vont mutuellement se confronter, qui vont pas réussir à se tuer, comme si c'était une force complémentaire qui se heurtait et qui n'arrivait pas à se détruire. Et justement, là où ce qui va être intéressant, c'est que le Joker, son objectif, c'est de rendre le monde, de rendre Gotham aussi dark qu'il l'est, en montrant que justement, non, il y a pas du bien, il y a que du mal. Et justement, il va se servir de Batman pour montrer que tous les habitants de Gotham sont mauvais. Et avec des tests, genre il fait des tests. Et surtout, je trouve la scène la plus intéressante pour représenter cet argument, c'est la scène des bateaux. La scène des bateaux où tu prends beaucoup de personnes, donc la personne, tu as l'impression que tu prends toute la civilisation de Gotham. Tu as d'un côté les prisonniers et tu as de l'autre les citoyens. Et cette scène est folle parce qu'elle traduit l'objectif du Joker, parce que les prisonniers de l'autre, vu qu'il y a les citoyens de l'autre, les citoyens ils vont se dire vas-y, c'est les prisonniers, de toute façon ils vont nous tuer avant nous, donc autant les tuer, de toute façon ils ont déjà fait des trucs de mal. Et c'est là où il veut en venir, Joker, c'est que il veut rendre ses citoyens aussi mauvais que les prisonniers.
Alors que même et donc du coup finalement aucun des bateaux a explosé et du coup ça prouve que les prisonniers n'ont rien fait comme les citoyens. Donc c'est ça qui est intéressant. Et il y a aussi le personnage d'Harvey Dent. D'Harvey Dent incarné par Ron Eckhart, qui est vraiment l'américain parfait, gueule carrée, blond et tout ça, qui vraiment lui c'est le procureur qui va devenir même le chevalier blanc, donc qui va vraiment incarner le bien, qui va vraiment incarner la justice, mais la justice dans le bon sens du terme, parce que Batman il utilise la justice d'un point de vue un peu plus violent peut-être, sûr même. Mais du coup, il va passer de l'autre côté, comme par exemple Anakin pourrait passer de l'autre côté, il passe du bon côté au mauvais, mais vraiment radicalement, mais radicalement dans le sens où il y a comme dans Anakin une histoire d'amour qui va aussi le faire plonger de l'autre côté avec Rachel qui se fait exploser. Et vraiment, t'as vraiment la personnification t'as Ron Eckhart avec sa moitié mauvaise et sa moitié bien, et finalement tu vas te rendre compte que le Joker, même s'il a tout perdu, il aura sa dernière carte, parce que justement il aura toujours un tour d'avance sur Batman et sur les autres, et finalement à la fin c'est le Joker qui gagne. C'est le Joker qui gagne parce que même si il a été arrêté ou quoi, Aaron Eckhart, du coup, Harvey Dent qui représentait le bien est mort. C'est-à-dire que le bien qui représentait est mort dans Gotham. Et donc du coup, même Batman est obligé du coup de prendre toute la responsabilité, de prendre tout ce fardeau pour protéger cette lumière. Et donc finalement, il a réussi à gagner Joker dans le sens où il a réussi à détruire Batman. Donc voilà. Pour moi, elle est plus là, sa victoire. C'est pas, le Harvey Dent, c'était un peu un dommage collatéral pour moi. La cible du Joker, c'était Batman. C'était Batman, mais du coup, en fait, le Joker, il va se servir de tout ce qu'il y a autour. Parce que vu que c'est lui le représentant du bon, c'est le chevalier blanc, vu que c'est lui, il va se servir de lui, justement, c'est pas anodin qui va vraiment à l'hôpital pour aller le voir lui, carrément, c'est qu'il va se servir de ce personnage pour justement détruire tout ce qu'il y a autour. Et il le fait, il réussit. Et justement... Je suis pas vraiment d'accord. Ah ouais, tu penses qu'il... En fait, pour moi, le Joker, il a pas gagné parce que Harvey Dent est mort, il a gagné parce qu'Harvey Dent est tombé dans la folie. Comme lui. Totalement. C'est pas parce qu'il est mort, en fait, on s'en fout qu'il soit mort ou pas, même s'il était resté en vie, ça aurait été... Oui, mais en fait, il avait déjà gagné avant. Le Joker s'est quand même servi de ce personnage. Oui, il s'est servi de lui. Il s'est servi, et c'est ça qui a fait que Batman, du coup, il a dû prendre tout ce fardeau et il est représenté comme un... Mais même le Joker, il le dit à la fin. Il dit qu'en fait, il a déjà gagné, parce qu'en fait, il a basculé du côté obscur de la force. On s'en fout qu'il soit mort ou pas. Le fait est que le chevalier blanc, comme tu le dis, c'est devenu... pas le chevalier noir du coup, mais c'est devenu... En fait, il a été corrompu. En fait, il a été corrompu, en fait. Ouais. C'est que l'homme qui paraît le plus parfait, qui combat la pègre, devient finalement la pègre, au final. Oui, bien sûr. C'est vraiment... surtout, avec ce genre de film, tu vois vraiment le côté l'ombre de l'homme, même si l'homme est avec un grand H, même si l'homme est vraiment bon, il a toujours sa part de noirceur, mais c'est part de noirceur qui a contrebalancé complètement. On passait du tout au tout, radicalement. Mais tout ça pour dire que pour moi, je trouve que le Joker a fait tout en sorte, a tout manigancé, vraiment a tout mis en place. Tout est parfait pour que justement Batman perd et justement se fait passer par le criminel. Mais justement, tu as aussi ce message sur The Batman. C'est pas vraiment un héros, c'est plus un symbole. C'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, c'est juste un symbole. Donc voilà. Et tout ça pour la petite histoire, c'est que pour la suite, vu que Heath Ledger est mort, The Dark Knight Rises, c'était normalement concentré sur le procès du Joker. Donc ça aurait pu avoir lieu à des scènes vraiment très intéressantes. Et le truc, c'est que le scénario a dû réécrire à cause de la conséquence de la mort malheureusement de Heath Ledger, et que du coup justement ça a été réécrit autour de Bane, Tom Hardy, et même pour moi The Dark Knight Rises, c'est quand même incroyable ce côté, mais voilà. Après j'adore Tom Hardy, c'est pas le problème, c'est juste que je trouve que le côté Rises, le côté c'est comme ça que tout a commencé, alors que l'histoire de The Dark Knight se suffisait à elle-même pour moi, pour montrer justement l'ascension de Batman et sa chute. Pour moi, il y a des bons côtés, dans The Dark Knight que n'a pas le Joker, mais le Joker, dans The Dark Knight, et The Dark Knight, il a le Joker, donc évidemment il sera beaucoup plus marquant que The Dark Knight dans tout cas, mais je trouve que le dernier trois quarts d'heure de The Dark Knight, en termes de tension, en termes d'action, en termes de tout, il y a beaucoup plus d'émotions que The Dark Knight, qui est beaucoup plus froid, je trouve. Moi, je dirais que moi j'ai pas vu Rises, mais pourquoi en fait je comprends que en fait Dark Knight Rises était censé être à la base sur le procès du Joker, parce que moi qui n'ai vu que The Dark Knight, en fait le Joker il représente en fait parfaitement le méchant ultime de Batman. Parce qu'en fait, Batman, son but, c'est quoi ? C'est de combattre la pègre. En fait, le Joker, il définit la pègre, en fait. C'est la définition. Il est ridicule, même. Il est ridicule. C'est la définition pure du côté obscur de Gotham, parce que c'est de battre Batman.
Donc c'est là où moi j'ai un peu de réserve sur quand je vais regarder Rises parce que je comprends pas qu'est-ce qu'ils peuvent raconter de plus en fait. Et Batman a battu le côté sombre de Gotham. Il a rien à battre de plus en fait. Mais Donc là, peut-être j'essaie qu'ils de- justement ils vont pas forcément se concentrer sur le Joker mais plus sur son procès Ouais, mais et pas c'est sur du autre coup- chose. Ouais, mais du coup c'est Peut-être. pas ce qui est arrivé. Bah c'est non, ce qui paraissait le plus logique. Ça paraissait le plus logique, Ouais, mais totalement. on sait pas vraiment. Mais en tout cas, il y avait un procès, c'est sûr qu'il était prévu. Procès de Nat Bah Rises. après, alors je fais court hein, parce que là on est déjà à 12 minutes. Mais c'est. Pour moi, enfin, pour aller un peu dans votre sens à tous les deux, un peu contre vous, c'est que certes il a vaincu le Joker, mais pour moi il a pas vaincu le message que portait le Joker, Batman, et que justement, là où on peut avoir un élément déclencheur, c'est que maintenant les gens se rendent compte que Gotham est fragilisé et les gens peuvent se laisser aller à la criminalité, quoi. Ça fait un peu la fin douce et amère genre. Ouais, c'est ça, je vois ça comme ça, moi. Et toi Nina? Ouais, moi je voudrais bien rebondir sur ce que tu disais un peu avant, Dorian, sur le côté un peu paradoxal de tout l'univers de Batman, où tu as Batman qui représente un peu la justice et le Joker qui représente l'anarchie, etc. C'est marrant parce qu'il y a tout un côté paradoxal dans le film qui est hyper, tu vois, vraiment côté yin-yang, côté. Le comme côté sombre et le côté le la côté- lumière de chaque personne. qui est Exactement, et puis ça représentait même au sein du personnage du double face, là, Ouais, Harvey Dent, ouais. d'Harvey Dent, une fois qu'il s'est fait écraser la gueule. Ouais, hein. ouais. Et ça, on le retrouve directement au sein même du personnage du Joker. Parce que c'est quand même, il représente quand même tout ce qu'il y a de plus sombre dans Gotham, mais en même temps, c'est un C'est clown. un clown. C'est un clown et il y a plein de moments qui sont de l'ordre de la comédie noire. Et la comédie noire, le terme le dit lui-même, c'est vraiment un paradoxe en soi. Et ce moment, au tout début dans la scène justement de braquage, où il retire son masque de clown, et que sous le masque de clown, il y a encore un clown, ça fait pas rire. Mais en même temps, sur le papier, c'est hilarant. Et il y a Oui, plein de ouais. moments comme ça où sur le papier, c'est super drôle. Et ça l'est jamais parce que c'est trop sombre. Et donc je pense que c'est ça qui joue vachement dans le côté marquant du Joker. Bah, C'est que c'est un personnage qui a sérieux, aucun sens. Ouais, ce sérieux, c'est exactement. C'est un personnage qui n'a aucun sens parce Ouais. qu'il est pas compréhensible, ce Il personnage. est pas compréhensible et surtout, à la différence de beaucoup d'antagonistes, il a pas de backstory. C'est-à-dire que Oui, aussi, ouais, on sait rien de connaît lui. rien de lui. Il a pas d'humanisme. Bah Bon, ouais, mais il y a un film auquel on va parler juste après, il a pas de backstory non plus. Oui, mais par rapport à Glorious Bastard. Non. Dans tous les films. Hein. Il y Dans- a pas bah, de backstory. Hein. Ouais, Dans tous mais les films qu'on a chapeauté. choisis, il y en a Ouais, pas. mais il y a beaucoup d'antagonistes, pas forcément qui sont présentés là, où ils ont de backstory. Et Oui, c'est là, en fait, il a rien. Là, ce qui Il a est rien. c'est qu'il a à part plusieurs Dark backstory en fait. Là, il a plusieurs backstories. En fait, la seule backstory qu'on a, c'est juste, on sait comment il a eu sa cicatrice par rapport à son père. Et Non, on on sait, sait pas. En fait, à chaque fois, il donne une raison différente. bah, Oui, on a, c'est on a, vrai. on a quand même la raison qui revient comme quoi son père est revenu. Ah, parce qu'après, il bourré. dit ma meuf, elle m'a quitté, je sais pas quoi, je me suis Ouais, c'est vrai vrai que- que- Mais en Ouais, fait, on on n'a peut pas, imaginer ce on n'a qu'on pas de veut. vraie version dans tous les cas, donc on sait Ça pas Ça vraiment. dépend peut-être aussi des adaptations. Je sais pas. Ouais, Oui, ça, les adaptations, oui. ça dépend. Ça dépend. Ouais. Par exemple, le grand The Killing Joke, il est tombé dans une cuve d'acide qui Ouais. l'a rendu Bah, ça, fou. c'était le truc par rapport Dans à Jared Flashpoint Leto. Paradox, en Jared fait, Leto aussi, ouais. dans Flashpoint Paradox, qui est un comic super connu, en fait, le Joker, c'est la mère de Batman. Et en Mm. fait, c'est Bruce Wayne qui se fait tuer. Et en fait, elle tombe dans la folie, et avec son sang, D'accord. elle se fait des Ok, ok. lèvres, et elle devient le Joker. Ok. Hmm. Après, il y a aussi l'histoire du Red Hood et tout. Ouais, après, il y en a plein, il y a un milliard de Jokers, mais... Enfin, 1 milliard de backstory, donc pas de backstory. Un milliard de au final. backstory. C'est Mais ça. en fait, là, si on doit parler de ce Joker-là en particulier, il a pas de backstory. Mm. Et en plus, là où je voulais venir aussi, c'était. Du coup, comme tu le disais, en fait, Dorian, c'est qu'en fait, le Joker, à la fois, c'est là où c'est un peu paradoxal, il gagne pas. Parce qu'il gagne dans le sens où Double Face tombe dans la folie, mais il perd dans le sens où l'humanité dans les deux bateaux, aucun arrive à tuer l'autre. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à. C'est un peu le point noir. Bah, c'est ça je qui sais est pas trop quoi en intéressant. penser. En fait. C'est paradoxal, c'est intéressant, c'est qu'on sait pas vraiment qui a gagné en fait. À la fin. Bah, à la fin, le film se finit sur le Joker à gagner. Le Joker a gagné. Donc là, c'est. y a Mais, pas- mais t'as quelque pas chose. place au paradoxe. Mais la dernière scène, elle est pas noire, elle est pas défaissive. Justement, elle est héroïque. Quand tu vois le Batman partir avec la musique et tout, il y a quelque chose d'héroïque. Il y a pas quelque chose de défaitiste. Il y a de l'espoir en fait. Bah, y a Et pas c'est- d'espoir. Je trouve que la manière comment elle est faite la scène, La manière. la dernière en fait, scène, si tu t'as vraiment veux, de l'espoir. la forme raconte quelque chose, mais le fond raconte tout l'inverse en fait. Ouais, mais justement, en fait, tu racontes de l'espoir par rapport à la suite. Genre quand, par exemple, t'as vraiment ce message avec ce montage très symbolique sur vraiment comment dire, le dialogue, enfin, comment dire, le monologue, enfin, comment on présente le Dark Knight et tout ça, et quand il parle avec sa moto, avec la musique et tout ça, bah t'es pas en mode, t'as pas l'impression qu'il a perdu. T'as juste, c'est chiant, t'as l'empathie pour lui, mais tu sais qu'il va réussir et t'as de l'espoir. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour ça, t'as pas vraiment l'impression qu'il a perdu. Au contraire, même s'il a perdu une bataille, tu sais il est loin d'avoir perdu la guerre, qui est toujours là. C'est ça qui est intéressant. Bon, même si on a encore plein de choses à dire sur The Dark Knight, on va couper pour passer au chapeauté 2 parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Voyez-vous ça? Ne serait-ce point le chapeauté en personne? En chair et en poil? Santé. Hey, je ne fais jamais ça, mais pourrais-je avoir un autographe? Je suis ta carrière depuis fort, fort longtemps. Signe juste ici. Le chapeauté, grand aventurier sans peur et quasiment invincible, va découvrir la vulnérabilité lorsqu'après une ultime aventure sereine, il va mourir pour la 8e fois. Il va devoir accepter la mort s'il veut continuer à vivre en aventurier. Mais sur sa route, il fera la rencontre de nouveaux amis comme Perrault, Chihuahua abandonné, et retrouvera aussi Kitty Patte de Velours, ancienne partenaire d'aventure. Tous les trois vont embarquer dans une quête pour l'étoile à vœux, Poté souhaitant récupérer toutes ses vies, mais c'est sans compter la concurrence. Big Jack Horner, Boucle d'Or et sa famille d'ours sont aussi de la course. Alors, Le Chapeauté 2, c'est le film le plus récent de notre sélection. Et on en avait déjà beaucoup parlé en off. Et on en avait déjà parlé dans l'épisode hors série sur nos tops de l'année, même si c'est un film qui est sorti en 2022. Ouais. On s'en est rendu compte après. Mais donc, on a vu en 2023, qui était encore en salle en 2023. Et c'est un film qui t'a beaucoup marqué, du coup, Gauvin. Ouais, de ouf. Moi, j'avoue que c'est un film qui, quand je l'ai vu en salle, m'a foutu les poils, m'a fait carrément peur, parce qu'après, je me suis carrément trouvé dans le personnage du chapeauté. Donc, c'est très personnel et je peux comprendre que nos opinions sur le film soient différentes les uns des autres. Déjà, je voudrais commencer en déterminant qui est l'antagoniste réellement dans le film, parce que bien qu'on ait un vrai méchant dans le personnage de Big Jack Horner, c'est plutôt un personnage outil qui permet de faire avancer l'intrigue. Mais en réalité, l'antagoniste, c'est du coup la mort, donc ce grand méchant loup. Et pour moi, il est marquant pour deux déjà très grosses raisons. Et donc déjà, la première raison, c'est que il incarne cette mort, ce truc que tout le monde a craint au moins une fois dans sa vie et que beaucoup de personnes craignent au quotidien, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et donc dans le cas du chapeauté, la mort, c'est vraiment le truc le plus terrifiant qui puisse lui arriver, parce que un chat ayant 9 vies, il l'attendait absolument pas. Donc il se retrouve à avoir de la peur, des regrets, et à remettre sa vie en question en se disant putain, j'aurais peut-être dû me poser et me marier finalement, plutôt que d'aller boire des coups et sauter du 3e étage, même du 7e. Et donc du coup, premier point, c'est que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui touche à tout le monde, la mort et les regrets et la peur, tout ça. Deuxième point, c'est que, pour rappel, le chapeauté, ça reste à la base un personnage secondaire de Shrek. Shrek qui est du coup, à la base, le pitch, c'est on prend tout plein de contes, on les pousse dans leurs clichés, dans vraiment le côté le plus sombre qui peuvent être humoristiquement parlant toujours, et du coup on mélange, on fait une histoire à base de ça. Le chapeauté, il est tiré d'une histoire, et le loup est tiré de plein d'autres histoires, mais pas du chapeauté. Donc c'est des personnages qui sont pas censés se rencontrer de base, mais on se retrouve là avec la version extrême du grand méchant loup, qui dans Shrek était juste un paresseux qui s'habillait en grand-mère et qui cherchait juste un lit où se pieuter, que ce soit dans Le Petit Chaperon Rouge ou que ce soit dans l'histoire des 3 petits cochons. C'est juste un mec qui veut dormir à la base. Et là on se retrouve avec le grand méchant loup version ultra dark, habillé dans une sorte de tenue de moine qui renforce le côté terrifiant, parce qu'il y a le côté religieux aussi par-dessus, avec une VF qui pour moi est supérieure à la VO, avec une voix grave et vraiment agressive. Et on n'est pas sur un méchant, puisque ayant ce rôle de la mort, au moment où le chapeauté du coup a sa rédemption et qu'au final il a pas besoin de mourir tout de suite, il est en mode putain fait chier, mais c'est pas pour maintenant quoi. Donc voilà pourquoi pour moi il est assez marquant. Ok, ouais, c'est marrant parce que moi j'ai un peu regardé aussi l'analyse de la première apparition du loup. Ouais, vas-y. Et il apparaît vraiment de la manière typique dont tous les antagonistes apparaissent, mais je le trouve très marquant aussi pour ça. Mais en fait maintenant la recette est elle est un peu connue. Sur comment rendre un antagoniste marquant, que ce soit Les Dents de la Mer ou Alien, où on le voit très peu. Il y a un truc de mise en scène où tout apparaît dans le son, où on le voit flou, on ne le voit pas bien, etc. Et le loup, il apparaît un peu comme ça. Déjà, il apparaît vraiment... encapuchonné. Ouais, mais il apparaît déjà de manière auditive, parce qu'on l'entend siffler. Avant de le voir, on l'entend. Ce sifflement. Et déjà, ça crée vraiment une ambiance assez pesante.
Puis après, on le voit vraiment petit à petit, sous sa capuche. On voit d'abord ses yeux rouges, on voit ses dents acérées, enfin très typique du conte. Ouais, Comme c'est si ça. on avait adapté vraiment littéralement un conte comme le petit chaperon rouge qui décrit à la grand-mère le loup, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Donc ouais, il est assez marquant pour ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez, Rafik et Dorian. Commence de rien. Chapeauté 2, c'est la deuxième fois que je le vois et c'est vraiment pas un film qui me. J'arrive pas à rentrer vraiment dans le film et j'ai vraiment du mal. Je trouve que la meilleure scène, ça reste justement quand on introduit le loup. Ça reste la meilleure scène. Je trouve que la moralité est plutôt cool dans le sens où pas de velours comme Chapeauté, ils essayent d'avoir son vœu. Genre le Chapeauté, c'est un personnage très égocentrique qui pense très à mégalo même, et justement qui veut vraiment récupérer sa vie, il pense qu'à lui, et finalement il va se rendre compte comme pas de velours que pas besoin de faire un vœu, sachant que ce que tu souhaites au plus profond de toi est avec toi. Donc ça, c'est plutôt stylé. Et moi j'aime bien aimer les rêves justement à Shrek, plus précisément à Disney, dans le sens où même si t'as des on sait que par exemple avec l'histoire de Shrek, comme quoi c'est un peu pas une insulte mais une sorte de parodie Bien sûr, par rapport à Disney. Et là on a des petites rêves, comme par exemple il y avait des enfants qui s'essuyaient sur le tapis à un moment donné, qui fait référence à Aladdin, comme tu t'essuies en termes de par exemple quand comment ça s'appelle, Big Jack Horner, quand il ouvre le sac et qu'il a plein d'éléments de Disney, et tu dis ah putain il m'encombre, tout ça. Jimmy Cricket, il m'encombre. Je trouve que c'est l'une des choses les plus réussies, même si ça représente 1% du film, mais le fait que ça soit subtil et qu'on reste toujours dans cette critique et dans cette prolongement de DA et des messages par rapport à Shrek, je trouve ça plutôt bien réussi. Et du coup, Rafik, toi, t'en as pensé quoi de cet antagoniste ? J'aime pas trop le loup. J'aime pas trop la mort. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, pour qu'une histoire fonctionne, il faut que toute histoire a un message, un thème, un but, un message à faire passer. Et souvent, pour que l'histoire fonctionne bien, il faut que tout tourne autour de ça. Je suis pas d'accord avec ça, mais continue. Il faut que, en tout cas, faut que tous les éléments, par exemple, du média qui le construisent, accentuent cette chose, ce message. C'est le but d'une œuvre d'art, de base. Là, en l'occurrence, tout est bien fait. Tout le sujet autour de la mort, etc. Autour de l'angoisse du Chapeauté, tout est bien fait, je trouve. Le seul problème étant que le loup, en soi, l'antagoniste est-il si marquant ? Pour moi, non, parce que indépendamment du message, du but de tout ça, en fait, il sert à rien, en gros. Dans quel sens tu veux dire Ce que je veux dire, c'est que le loup, en soi, j'ai du mal à trouver marquant un personnage qui ne se définit que par son métier, en fait. Le fait qu'il soit juste là pour tuer le Chapeauté. Ouais. J'ai un peu du mal avec ça. Il a pas de backstory. Il ne sert à rien par. En fait, il est là que pour accentuer les angoisses, les peurs du Chapeauté, si tu veux. Ouais. Mais en soi, le personnage, moi, sinon, à part ça, je m'en fous, en fait. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc pour toi, il est super intéressant. En fait, il ne se définit que par son métier, en fait. Que par le fait qu'il soit là pour tuer le chat. Ouais, mais du coup, en fait, pour toi, il est là pour améliorer le Chapeauté. Mais en fait, indépendamment du chat, on s'en fout, en fait. Ouais, non, mais en fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est que, tu vois, la mort est définie comme quelque chose, une notion de bête et méchante, en fait. Il est là pour tuer le chat et fin de l'histoire. Ouais, d'accord. Je dis n'importe quoi. Moi, ces derniers temps, je joue à un jeu qui s'appelle Have a Nice Death. En 4 phrases, la mort est personnifiée, a une personnalité. Là, elle passe à une autre dimension, tu vois ce que je veux dire. On sort du jeu, le personnage est attachant. Mais après, là, tu regardes en fait la mort, enfin le personnage de la mort, limite, tu l'attends comme étant le protagoniste. Non, pas du tout. Parce qu'un antagoniste, il peut aussi être là juste pour servir le protagoniste, pour servir à ce qu'il s'améliore. Genre, un bon film Spider-Man, c'est un film où Spider-Man évolue à cause du méchant. Oui, mais le méchant a son propre but. Qui est en contradiction avec le but du protagoniste. Mais là, le but du méchant, c'est juste de tuer le Chapeauté. En fait, il n'est là que parce qu'il fait son métier, en fait. Pour aller peut-être un peu trop loin, mais c'est pas inintéressant. La mort, ça sert à quoi, de manière générale ? Ouais, et c'est pour ça que je te dis qu'il y a plein d'autres œuvres où par exemple, je dis n'importe quoi, la mort dans Supernatural, elle est personnifiée, elle a comment on pourrait dire, pas des émotions, mais elle a des points de vue, elle a plein de choses. Et par exemple, ça la saoule de tuer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a marre, essaie de trouver un successeur. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je dis pas que là, il faut forcément qu'il fasse ça, mais
en fait, il ne se définit que par son métier. Et moi, j'ai trop du mal avec ça. C'est-à-dire que tout le monde me parle de le méchant, il est bien écrit. Le méchant n'est pas bien écrit, en fait. Il est là, la seule chose qu'il fait, en fait, c'est juste vouloir tuer le. En fait, il a même pas de but spécialement, en fait. Non, mais objectivement, je trouve qu'il est très très bien écrit. Après que ça te touche mais pas, pourquoi je peux comprendre. Alors pourquoi ? Parce que justement, dans l'objectif de un antagoniste est là pour rendre hommage au protagoniste, le faire évoluer, etc. Il remplit totalement son rôle. Ouais, il remplit son rôle. Mais son rôle qui est assez moindre en fait. Bah pas vraiment, puisque le chapeauté qui justement était cette figure intouchable dans les Shrek. Ce que je veux dire, c'est que ça tient sur une feuille de papier en fait. Bah ouais, mais son personnage à lui. En même temps, pour un film familial, il suffit d'avoir un post-it qui est bien écrit, bien rédigé, et tu fais un film qui est. Il n'y a pas de simple. sous-écriture en fait. Il n'y a pas de sous-lecture. Et alors tu vois, moi ça me gêne un peu. Mais c'est ça, en fait, moi par exemple, ça m'a pas marqué en fait. Non mais je comprends. Et après, voilà, c'est pour ça. De ton point de vue, je peux comprendre ton point de vue, surtout si tu as un amour pour des personnages de la mort qui sont déjà écrits à ta manière, écrits d'une manière qui te touche personnellement. Je comprends totalement. Cela dit, je trouve qu'il fait carrément sa tâche. Il est carrément là pour remplir son job. Il est efficace. Est-ce qu'il est marquant ? Pour moi, oui. Moi, je suis pas sûr. Après, je t'avoue, hein, j'ai beaucoup plus été marqué par le chapeauté et par le film de manière générale. Pour moi, la mort, le personnage, l'antagoniste, rentre dans ce qui m'a marqué. C'est pas lui qui m'a marqué en dehors du film. C'est un ensemble. Dans le thème, moi, du coup, il m'a pas plus marqué que ça. D'accord, ok. Pourtant, il est quand même vecteur de beaucoup de débats, le personnage de la mort. Oui, c'est vrai qu'on le voit partout sur les réseaux sociaux. Ouais, et tout. on en a moi, beaucoup du coup, parlé, tu vois, dans la culture. Non, mais pas forcément, mais dans la culture internet, on en a quand même vachement parlé sur TikTok, sur Instagram. Enfin voilà, c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir dans du cinéma plutôt adressé aux enfants. On a des personnages flippants dans plein de films pour enfants, mais c'est vrai que c'est rare qu'un film marche aussi bien avec un personnage aussi marquant, en tout cas pour des enfants, tu vois. Je peux comprendre qu'on soit pas marqué par le personnage, mais le personnage a marqué dans la pop culture pour le coup, tu vois. Ouais, mais moi, en tout cas, il m'a pas marqué. Ouais, d'accord. Je comprends. Ouais, non, le personnage n'a pas marqué. Je comprends pas pourquoi il marque les gens, il est stylé, c'est cool, ouais, c'est sympa, mais à part ça, ça raconte rien, enfin, ça raconte rien. Si, ça raconte pour le chat, mais à part, pour lui, indépendamment des autres, il sert à rien, genre. Ah, mais je vois pas où est le problème. Ouais, c'est ça le truc, c'est que je comprends pas le souci. Il y a des méchants qui ont des vies, qui ont des points de vue, comme tu dis, qui ont des buts, etc. Et c'est cool, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres façons d'écrire des méchants. Et moi, je trouve ça bien, justement, d'avoir aussi un méchant qui a aucun but, à part de buter le personnage. C'est hyper marquant, ça. Mais en fait, c'est fade, en fait. Non, je trouve pas ça fade du tout. Tu sais quoi, justement, je trouve que j'ai un contre-argument. C'est que la mort, jusqu'à la fin du film, on sait pas s'il existe ou pas. On est un peu en mode, à part ce petit bout de cap qui est enlevé au chapeauté, que tu peux te dire ça peut être en fait une plante qu'il a arrachée ou quoi, on se dit, jusqu'à la fin, où il y a Kitty qui fait « Ah putain, mais il existe vraiment ce con ?» On se dit que c'est possible que ce soit juste la peur du chat qui soit personnifiée. Et justement, le fait qu'il ait aucune backstory, aucune volonté, rien de plus que la volonté de tuer le chat, ça appuie encore plus le fait que ça pourrait ne pas exister, ça pourrait être... Il est ultra mystérieux, le personnage. Mais c'est hyper efficace dans l'histoire. C'est pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Il est hyper efficace dans l'histoire, mais le personnage en tant que tel, en fait, je le trouve vide, en fait. Ok. Rafik n'a pas aimé, je pense. Rafik n'a pas aimé. Mais à part ça, j'adore le film, il est trop bien, genre, mais le loup... Non, mais peut-être pas, on n'est pas d'accord, et c'est pas grave, mais... De toute façon, on arrive à la fin. Là, on arrive à la fin, donc on va peut-être pouvoir enchaîner sur un... Là, un méchant, je crois qu'on est tous d'accord. Ouais. Qui est l'antagoniste. Je sais pas pour toi, Rafik, mais moi j'avoue. C'est quel film ? Inglourious Basterds. Quel chef-d'œuvre. Uchronie prenant place pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment pendant l'occupation en France, les Bastards sont un groupe de résistants massacreurs de nazis. On va suivre à la fois ce groupe mené par Aldo the Apache Rain, Brad Pitt, mais aussi le personnage de Shoshana Dreyfus, Mélanie Laurent, juive française qui a changé de nom après le massacre de sa famille par le monstrueux colonel SS Hans Landa Christoph Waltz. Alors, Inglourious Basterds, c'est un film que j'ai choisi. J'ai beaucoup hésité avec d'autres films pour parler d'antagonistes parce qu'il y avait aussi No Country for Old Men avec le personnage de Javier Bardem que je trouve ultra marquant dans le genre. Mais le colonel SS Hans Landa dans Inglourious Basterds, quand même, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. La scène d'introduction avec Denis Ménochet, c'est une scène que je l'ai pas pourtant vu tant que ça, ce film-là. J'ai dû le voir peut-être 3 fois. Mais c'est une scène que j'ai l'impression de connaître par cœur. Je sais ce qui se passe à chaque fois. Enfin, il y a beaucoup de films. Moi, j'ai du mal à me rappeler de scènes précisément dans les films. Mais alors celle-là, avec Denis Ménochet, qui est quand même
qui du coup joue le personnage du père qui protège des juifs justement sous son plancher, qui est quand même un acteur qui a une gueule de... T'as l'impression que c'est le personnage principal. Ouais, t'as l'impression que c'est le personnage principal, vraiment, mais il a une gueule de fou et c'est un bonhomme, quoi. Tu vois, Ouais. il incarne une espèce de forme de virilité qui est quand même folle, que n'a pas forcément tellement le SS, quoi, dedans. Enfin, tu vois, physiquement, il est plutôt fin, il est pas très grand. Après, c'est exagéré par le fait qu'il ait un caractère aussi assez Oui. précieux. Ouais, bien sûr. Mais sinon, physiquement, il est neutre en fait. Ouais, il est assez neutre. Mais Denis Ménochet, il est pas neutre. Enfin, il Tu m'étonnes. coupe du bois au début. Enfin, tu vois, c'est un bûcheron. Vraiment, c'est un personnage. Tu te dis pas qu'il y a des choses qui vont lui faire peur. Et quand même, il arrive à le faire pleurer, le personnage de Denis Ménochet, quoi. La petite, je crois qu'il s'appelle. La Padite. Oui, La Padite. Et donc, ouais, la scène d'introduction, évidemment, c'est la plus marquante, je pense, du film, avec la scène du strudel. Ah, moi, le bar. La scène dans le bar, moi, je la trouve encore plus impressionnante. Ah ouais? Ouais, en termes Vraiment, c'est d'attention. la deuxième scène. La deuxième partie du film. Ouais, mais là, on parle de scène dans le tout le film. Ok, vas-y. Attends, la scène du bar. La scène, Non, c'est quand il fait. Ah, d'accord. Ok. Ouais, Ah ça, oui, ça y est. c'est en termes de Que tension, j'ai pas c'est trouvé magistral. incroyable cette scène perso. Ouais, la tension, elle est folle. Ouais, Il n'y a pas de tension Ah, parce si. que tu Moi, découvres je ça à la la fin. trouve En fait. moins Oui, mais tendue, c'est moins long. tendue que celle du Oui, mais strudel. Hein. Où il pose sa Celle main du sur strudel, l'épaule c'est- quand il revoit Mélanie Laurent, enfin qu'il revoit Shoshana, Ouais. où elle est avec Ah oui, ça y est. l'acteur là. Oui, c'était un strudel, c'est pour ça que j'avais pas le. Ouais, le- j'ai D'ailleurs, la j'ai scène une petite où- anecdote du par rapport à ça, strudel. mais vas-y, je le dirai après. Ok. C'est quand elle mange un gâteau. Gâteau. Ouais, la scène, ça. la scène avec, il revoit Shoshana. Enfin, Et elle que- revoit surtout lui. qu'on on la voit pas forcément réagir, et au moment où il part, alors que Ouais. elle, qui est vachement sobre Ouais, de ouais, base, ouais. là, elle se met à éclater en sanglots, et putain, Horrible. j'avoue, ça c'est Horrible. marquant. C'est horrible. Ouais, parce que tu sais pas comment. En fait, c'est là que la tension ressort, quoi. Mais tu sais pas comment elle arrive à gérer l'émotion du truc, ou juste elle a face à elle le mec qui a tué toute sa famille. Et qui l'a laissé partir juste pour le plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Il dit, oh, je vais pas la tuer finalement. Au revoir, Shoshana. Non, j'avoue que. Ah là c'est là. Non, c'est dur. Bah, terrible. meilleure partie du film, hein, ces deux personnages-là. hein. Non. Alors. Non. Bon, encore une fois, le 7ème œil, on n'est pas Ah, un c'est pas podcast de critique, mais bon, de temps en temps, si vous voulez, on peut se permettre des petits écarts. Gauvin, t'as pas aimé Inglourious Basterds? Non, j'ai pas du tout aimé Inglourious Basterds, et c'est dommage parce que pour la problématique, je trouve qu'il est ultra raccord, Ah ouais. et que justement, le personnage de l'antagoniste et de Shoshana sont géniaux, jusqu'au moment où Shoshana, justement, est perçue comme une faible femme, alors que pendant tout le film, on te la montre comme un héros. Mais du coup, franchement, j'adore, et justement, j'ai trop envie que tu me parles de l'antagoniste. Ouais, en fait, c'est compliqué d'analyser cet antagoniste, à part qu'on est encore sur quelque chose d'assez paradoxal, encore une fois, sur le plan physique, où c'est pas un personnage impressionnant physiquement, c'est pas un personnage... il a beaucoup de charisme hein, quand même, Christophe Waltz, c'est quand même un acteur avec une gueule aussi, mais c'est pas un personnage qui fait peur physiquement et qui garde toujours son calme, contrairement au Joker. Là, on est sur un personnage, Ouais, totalement. ou au loup d'ailleurs. Donc il garde toujours son calme et tout est dans les mots et dans le fait qu'il ait... Enfin, je sais pas, il a une espèce de sang-froid constant qui fait que c'est un personnage imperturbable et capable de faire les pires choses. Et donc pour ça, je le trouve vachement marquant. Et puis ouais, pour l'impact qu'il a sur les personnages, le fait qu'il peut tuer sans que ça l'empêche de dormir finalement. Pour tout ça, je le trouve assez marquant. Mais je sais pas ce que je peux dire de plus sur ce Bah, en personnage-là. vrai, moi, Parce que ça me semble tellement évident que c'est un personnage marquant. Bah, pour moi, ce qui rend le personnage fou, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ce qui rend le personnage vraiment super, c'est que tout le long du film, il est bien, ok, moi j'ai surkiffé, mais alors la scène finale où il arrive à dealer sa liberté et le fait qu'il ait une île et Oui, tout ça, ça et nique qu'au tout. final, il se retrouve à se faire entuber par les bastards qui sont en mode bon, au pire on va se faire engueuler. Pour moi c'est là que le personnage est intéressant parce qu'on se rend compte que c'est un rat de ouf, exactement comme il dit que Ouais. les juifs sont des rats. Il est vraiment là à grappiller et à dire moi je me mets du côté des gagnants. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait il a aucune race Il y a parce aucune âme. que il est vraiment, il veut juste gagner, il veut juste s'en sortir et glow up quoi. Peu importe Ouais. le côté, peu importe la manière. Et en même temps, la fin, moi, je la trouve un peu décevante pour ça. Tu Moi, vois, j'ai bien aimé. enfin, du coup, C'est un peu vraiment, facile, c'est vraiment, ouais, c'est un peu facile. Et puis, je la trouve un peu, enfin, je trouve que ça va un peu vite. Et c'est, enfin, je sais pas, je le trouve un peu débile sur ce point-là, tu vois. Enfin, tu vois, il a rien compris. Enfin, depuis le début, tu sens que c'est vraiment le mec le plus smart du truc. Il a tout compris pour Ouais, justement Quand lui il donne se les mettre armes, en quand il donne avant. les armes à Brad Pitt. Mais oui, Ah ouais, c'est t'es là, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi il fait ça? C'est vrai que Hence. c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. après tout ce que t'as fait? Après il peut pas se douter que les bastards Ah, quand même. sont autant. C'est vraiment dans le nom. Hein. Ouais, c'est mais vraiment genre- les bastards. non, quoi. mais attends, non, mais ce que je veux dire, c'est que qu'ils soient des enculés qui gravent des croix gammées, etc., c'est dans le nom, ok. Mais le fait qu'ils écoutent pas les ordres de leurs supérieurs, c'est pas dans le nom. Les bastards. Bah ouais. Parce que.
Parce que les mecs, à la base, s'ils gravent la croix sur son front, etc., et qu'ils lui disent non, mais t'inquiète, on va te ramener, mais dans cet état, c'est pas un ordre supérieur. Justement, ils vont se faire un peu engueuler pour ça. Ouais. Tu vois, donc pour moi, c'est logique. Ils se disent Après, ouais, tout non, le mais- long du film, ils ont pas l'air d'avoir. De race. Non, ils ont pas l'air d'avoir une espèce de hiérarchie en fait au-dessus d'eux. Bah pourtant, la personne qui l'appelle au téléphone. Quand à la toute fin, l'antagoniste. Oui, il à la l'appelle- toute fin. Ouais, bien sûr. Bah du coup, ça montre. Mais moi je qu'ils ont parle supérieur. de tout le long du film en fait. Ouais. Bah, on a un peu l'impression que c'est un espèce de Mais groupuscule. nous, on le voit parce qui que nous, on s'occupe, est au milieu enfin, de leur groupe. Mais les nazis ne savent pas ça. Les nazis se disent c'est une troupe Non, je parle armée. par rapport à la fin du coup. Non, tu dis que on savait pas que ils allaient défier leur boss, mais tout le long du film, on sait même pas qu'ils ont un boss. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Ouais, nous, je suis d'accord. Mais c'est vrai, mais comme là, du coup, c'était dans l'objectif de dire que l'antagoniste, du coup, je comprends qu'il ait fait ça. C'est que, oui, en théorie, tu te dis, là, je suis baisé jusqu'à la moelle, j'ai tué tellement de juifs que là, ma seule solution, c'est d'essayer de dealer quelque chose. Mhm. Ça me paraît entendable. Même si, ok, bah, il se retrouve couillé à la fin, je pense que c'était la seule solution. Enfin, il le voyait que Hitler, il avait perdu, là. C'était pas d'autre choix. Ouais, c'est sûr. Bah, Inglourious Basterds, c'est dans mon top 10 aussi all time. Et ça rend pas une blague, j'ai la C'est chance. sûrement le 16e. J'ai vraiment la chance. J'ai vraiment la chance vraiment d'avoir 2 films Un qui gros sont dans mon top, top 10. Vraiment, dans cet Il y a épisode, donc 50 c'est trop films bien. dans ton top. Hein. C'est faux. Mais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai une manière d'analyser justement, de décrire un peu la manière de Landa par rapport au symbole. C'est-à-dire que dans toutes les scènes de tension, il y a forcément un symbole. C'est vrai. Et il va s'appuyer sur ce symbole soit pour argumenter, soit pour faire flipper son collocuteur. Parce qu'en fait, c'est comme un prédateur qui, justement, on sait qu'il sait quelque chose. Et que l'autre essaie de le cacher. Mais il le sait. Il aurait pu le dire directement. Il pourrait le tuer directement. Mais non, il va torturer psychologiquement, il va parler, il va le faire Au pleurer. cinéma, Et c'est ça qui est incroyable parce que vu que Tarantino, c'est l'un des maîtres pour gérer la tension, et avec un personnage comme ça, c'est parfait. Alors par exemple, pour les symboles, première scène, on est dans une ferme, il y a le lait. Et la pipe. Le lait, la pipe aussi pour dire c'est moi qui je suis plus fort que toi. Mais surtout le lait. Le lait, on est dans une ferme, il boit le lait comme si tu avais l'impression qu'il est mangé psychologiquement. Et ce lait qu'on retrouve justement dans la scène du strudel. Oui, c'est vrai. En mode rappel, je sais que c'est toi. Ouais. Et autre chose, le strudel, il faut savoir que c'est un plat juif. Et justement, quand il met sa cigarette dans le plat, t'as vraiment ce côté je détruis les juifs, quoi, tout simplement. Ouais, ok. Et t'as vraiment ça qui est très intéressant dans la scène dans le bar qui est impressionnante, le chiffre 3. Vraiment, c'est ce symbole qui fait toute la bascule. Et par exemple, quand Von Avermaet imprêté par Diane Kruger le talon, le petit objet, pareil, un symbole qui te fait penser en mode j'ai la preuve comme quoi je sais que. Bon, cette scène que j'ai trouvée horrible, mais bon. Et à la fin, t'as le téléphone, t'as la dernière fin de téléphone en mode voilà, il y a un téléphone. Et ce téléphone peut juste. La conséquence de la guerre peut jouer juste avec ce téléphone. En mode si j'appelle, c'est terminé. Et c'est pour ça, c'est trop bien fait. Et Tarantino, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. Par exemple, dans Django, si on se rappelle, dans la scène du crâne, il se sert pareil d'un objet justement pour appuie son argument. Parce que Django, Leonardo DiCaprio dans le film, on sait qui c'est. Il peut le dire directement, mais non, il va épiloguer, il va monter la tension, utiliser un crâne justement pour faire péter la tension. Parce que c'est ça qui se passe à la fin, c'est que la tension pète. Genre à la fin, du coup, il tue sur le plancher, tuerie dans le bar, et tout ce mécanisme, toutes ces structures va être réinitialisé à chaque scène. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant et sublimement fait. Ouais. Voilà. Et comme dit la dernière phrase de Brad Pitt qui est incroyable dans le film évidemment, c'est peut-être mon chef-d'œuvre justement en scalpant une croix gammée sur le front de Aslanada et qu'il avait déjà dit, je crois, en parlant de la première croix gammée qu'il avait gravée. Oui, je crois c'est ça qu'il le aussi. dit à chaque fois en fait. À chaque fois qu'il fait une nouvelle croix gammée, mais ça le fait en de mode, finir le film sur ce plan-là, c'est ouais, vrai, c'est et très justement, symbolique, ça peut être égocentrique comme quoi Tarantino dit c'est mon chef-d'œuvre, mais il a raison. Et puis même, je trouve c'est trop intéressant comme il a fait dans Once Upon a Time de transformer l'histoire avec un grand H. C'est que dans Once Upon a Time avec les meurtres de Manson, il transforme la réalité. Ouais, c'est des uchronies quoi. Ouais, et pareil dans Hitler, il est pas mort tué par un sbire, par un Il a bâtard. toujours envie d'ailleurs. Ah bon? Mais voilà quoi. Tout ça pour dire que voilà, c'est un chef-d'œuvre pour moi, et c'est vraiment incroyable. Ok. Ça marche. Coup, on peut passer au dernier film de la sélection, qui est donc Blade Runner. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10 Hauser Gate.
En l'an 2019, dans un Los Angeles dystopique et pluvieux, où la Terre est devenue tellement invivable que les humains migrent tous vers Mars, accompagnés de réplicants. Les réplicants sont des androïdes biosynthétiques fabriqués pour remplacer les humains dans les emplois pénibles, prostitution, armée, et sont quasiment impossibles à différencier des humains. La série des Nexus 6, en l'occurrence, nécessite un test d'empathie pour déterminer s'ils sont bien des androïdes. On va suivre Rick Deckard, Harrison Ford, ancien Blade Runner désabusé qui reprend du service pour traquer un groupe de 4 réplicants défectueux et dangereux menés par Roy Batty. Blade Runner, c'est le choix de l'invité. Donc c'est un film que tu as choisi, Rafik, et sache que juste pour ça, t'es mon chouchou aujourd'hui. Parce que c'est le meilleur film de la sélection. Il est très très bien. C'est dans ton top 10 Non. De rien. Même, je pense que j'ai plus d'affection pour Blade Runner 2049. Que Blade Allez, Runner de vas-y, base. Dorian, voilà, bah, 2049, vraiment. mais Même si Blade Villeneuve, Runner, Christopher Nolan, c'est bon. Blade on a Runner compris, est on a incroyable, compris, mais 2049, j'ai beaucoup plus il n'y a plus de surprise. d'affection. Il n'y a plus de surprise. Bah, je suis désolé, C'est vrai qu'on n'est pas surpris, mais c'est pas grave, on l'aime comme ça. c'est comme ça. Pourtant. Ah putain, ça rentre dans des critiques de films. Non, faut pas faire ça. Mais je suis à deux doigts de penser que c'est presque le film parfait, genre. Blade Runner. C'est vraiment la critique Letterboxd. De que t'as Letterboxd, écrite. c'est la seule phrase. Et parce que c'est incroyable, genre Vous tout est retrouverez incroyable. le Letterboxd dans ce de Rafik film. dans la Eh oui, description. merci. Tout le film est incroyable. Tout le film est incroyable. Il y a pas un truc qui va pas, genre. Alors déjà, le propos, même s'il est assez basique, après je me suis pas assez renseigné, je sais pas si le propos en fait pour l'époque c'était déjà quelque chose de hyper classique. Ouais, Tu vois ce que je veux c'est dire. pas dans le Le rapport à contexte. l'humanité, Il faut savoir que les androïdes, ouais. c'est que Terminator a été réalisé avant, je pense. Il a été sorti en... Il faut vérifier, je crois que c'est en 1981, je crois. 84 Terminator, donc Bon bah c'est c'est après. après. Qu'après, ok, ça marche. Ok. Mais pour moi, pourquoi les antagonistes sont-ils si marquants dans le film? Parce que c'est là où c'est tout le génie. Bah, du coup, c'est dans la Final Cut, mais c'est déjà parce que il y a toute cette espèce d'ambiguïté autour du fait de est-ce que Rick Deckard c'est un réplicant ou pas? Déjà de base. La première fois que j'ai vu le film, alors j'étais très jeune, mais j'avais. En fait, jusqu'à la fin du film, je m'étais pas posé la question. Ça, c'est fou. Genre, vraiment, je trouve que c'est tellement bien Après, tu l'as vu quand le film? Ah, bah, je te dis, j'étais gamin, j'avais 6-7 ans. Parce que du coup, c'est dans la Final Cut que. Parce qu'en fait, apparemment, ce que j'ai compris, qui est sorti en 2007, oui. En fait. Apparemment, dans le film de base, il voulait qu'on soit sûr que Rick Deckard était un humain. Ah, c'est peut-être pour et ça, c'est Ridley Scott, en refaisant Ok. le film en 2007, qui a fait en sorte que, du coup, il y a toute cette espèce d'ambiguïté autour du fait que est-ce que Rick Deckard est un réplicant ou pas. Ok, donc c'est hors contexte. Ouais, non, pas trop. Enfin, ouais, non, on va pas détruire à ce point-là, mais tout est fait en sorte que dans le film, on se pose la question est-ce que Rick Deckard est un réplicant? Est-ce que quelque part la ville, qui est limite même un des plus gros en fait personnages du film, est-ce que cette ville qui est du coup remplie d'humains, parce qu'on voit beaucoup d'humains, elle se passe de nuit, c'est sombre. C'est triste, il pleut tout le temps. Mais c'est Gotham ou... Bah presque en fait, c'est Bah, même presque. limite pire que Gotham en fait. La ville, que je crois que c'est à Los Angeles. de ville. Mais Oh. quelque part cette ville elle est froide, elle est triste. Rick Deckard, il est assez peu nuancé en fait. C'est vraiment le personnage masculin de base en fait, assez basique et quelque part, là où c'est hyper intéressant, après maintenant c'est tellement basique, en fait, c'est tellement la base logique de tous les films qui parlent d'androïdes, mais les réplicantes en fait c'est ceux qui ont le plus d'émotions finalement. Oui, c'est ceux qui sont en quête de survie en fait, cette espèce de thématique d'humanité. La première fois qu'on voit quelqu'un, qu'on voit une scène d'amour, je parle pas d'amour de sexe, mais je parle d'amour. Ce qu'il y a dans notre cœur à tous. C'est deux réplicantes en fait. C'est Roy et je sais plus comment elle s'appelle trop sa meuf. Pris. Pris. Mais c'est important de préciser que c'est cette bande de réplicantes qui est justement très axée sur les sentiments. Ouais. Parce qu'elle a une différence quand même, cette bande. C'est qu'elle vit pas longtemps du tout. Mais elle vit que 4 ans. C'est ça. Donc, Mais elle c'est est pour ça très que je parle de performante, cette quête de par contre, elle est très survie, parce que Et qu'au bout d'un moment, ils développent des émotions aussi, ils le disent ça. Comment ça? Que les réplicants peuvent développer des émotions, peuvent développer Bah, c'est la première fois des qu'on les voit, en sentiments tout cas. humains, tout ça. C'est la première fois en tout cas qu'on le voit. Ouais. Parce que du coup, il y a le big boss de chez, je sais plus comment s'appelle l'entreprise. Tyrell Corporation. Tyrell Corporation, qui lui, c'est un peu un mec, limite un peu un pervers narcissique. Enfin, pas pervers narcissique, c'est un mais malade. c'est un malade mental. Et il essaye de créer un peu, je sais pas si on pourrait dire l'humain parfait. Oui, il se prend pour Dieu. Oui, oui. Mais pas loin quoi, en Mhm. essayant d'implanter
des souvenirs dans la fameuse Rachel. Ouais. Mais voilà quoi, je vais un peu laisser vous parler parce que je suis en train de m'éparpiller. Mais Non, c'est vrai t'inquiète, que de ouais. toute façon Blade Runner a inspiré beaucoup de films. Que ça soit son esthétique qui est l'une des plus belles DA vraiment qu'on ait pu voir dans les années 80, même encore aujourd'hui. C'est la naissance du super Ouais, encore Bah aujourd'hui. oui, tout à fait. Mais la DA est incroyable, c'est magnifique. Genre le décor est beau, mais sale à Ça la n'a fois. pas pris une ride. Ah ouais, il est beau et sale à la fois. C'est Et dingue. c'est ça qui est incroyable. Genre avec ses néons, ses petites lumières. Évidemment, dans 2049, les néons, il va complètement abuser The C'est pas Villeneuve. le sujet. Villeneuve, ouais. Mais je préfère 2049, voilà, c'est bon. Mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, comme tu as dit, Rafik, c'est que bah du coup l'antagoniste va développer des émotions et c'est en fait la meilleure scène du film pour moi, c'est le monologue de Roy à la fin où tu te rends compte que bah il est extrêmement humain, beaucoup plus humain que Descartes qui est beaucoup plus froid. Et moi je trouve même froid, peut-être soit c'est voulu qu'il soit froid, soit vraiment je trouve pas Harrison Ford très marquant en plus dans le film. Faut pas abuser non plus. Il est neutre, pour moi il est neutre, et celui qui m'a le plus il a des impressionné, raisons d'être froid aussi. Enfin, bah, en tout cas celui qui... En fait, c'est là où c'est intéressant parce qu'on sait pas si c'est impliquant ou pas. Mais dans tous les Donc, cas, t'es pas censé avoir d'émotion. celui qui m'a impressionné, c'est Roy. Et on sait que c'est un droïde. Et justement, son monologue, son droïde. Bien sûr, bien sûr. On est dans Star Wars ou quoi? Mais son monologue, justement, en plus, il y avait une sorte d'impro, il y a un peu un impro de sa part. Il a participé à l'écriture aussi. À l'écriture. Apparemment, il a pas mal rencontré. C'est qu'en fait, sa motivation, c'est juste qu'il veut vivre plus longtemps. Et, Ah ouais. et c'est ça qui est beau. C'est que. Un peu l'instinct de survie de Et justement, base. je pense que ce personnage-là devrait être un exemple pour tous les antagonistes qu'on fait, dans le sens où, enfin, un mauvais film, bah, t'as souvent un antagoniste cliché, avec des motivations nulles, vide complètement. Et dans les grands films, les vilains ne sont pas tout noirs ou tout blancs. Ils peuvent venir du bon côté. Genre Anakin, il est pas directement vu Dark Knight, il est venu Anakin avant. David Jones dans Pirates des Caraïbes, il est horrible. Ça n'excuse pas les crimes qu'ils font, ces antagonistes, mais il est devenu méchant surtout à cause d'une rupture amoureuse. En fait, là où c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que Roy, du coup, et son groupe qui est le méchant, en fait, si les humains veulent les tuer, alors ils ont fait plein de choses méchantes. Ils ont tué apparemment 24 personnes. Ils ont tué. Non, mais ça n'excuse attaqué rien. un vaisseau. Ça Mais en fait, n'excuse rien avec ce qui est les intéressant, c'est qu'on veut pas les tuer pour leurs actions, mais pour ce qu'ils sont. Oui. En fait, on veut pas les tuer parce qu'ils ont tué 24 personnes. On en a rien à foutre. Parce que même s'ils avaient tué personne, on les aurait tués. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc c'est là où c'est intéressant. Mais c'est surtout qu'à la fin, en fait, tu te rends compte que bah, il faut vraiment une part de lumière pour humaniser un antagoniste, même si c'est un antagoniste et que tu as l'impression qu'il est tourné. C'est pour ça que The Dark Knight, que Joker, il prend un contre-pied ce genre de personnage. On doit penser que c'est le protagoniste en fait. Le protagoniste, ouais. Mais finalement, Roy. Finalement, il est. Bah, tu t'attaches à lui. Et je trouve que c'est le meilleur personnage, le mieux écrit et le plus attachant. Donc voilà. Enfin, est-ce que l'antagoniste finalement c'est vraiment Roy? Parce que Non, parce quand qu'on- tu changes de point de vue, les motivations, voilà, c'est ce que vous avez dit tous les deux, Rafik et Dorian, c'est que les motivations elles sont claires et elles sont totalement Humaines. louables, quoi, et totalement humaines, de vouloir vivre plus longtemps, de vouloir vivre tout simplement, quoi. Ils ont que 4 ans de vie, si en plus on les tue avant, c'est quand même terrible. Mais le vrai méchant, c'est Eldon Tyrell, là, c'est le mec Oui, qui c'est a lui, ouais, bien fabriqué, sûr. voilà, enfin, ce mec se prend pour Dieu, c'est Comme souvent... Jared Leto dans Blade Runner 2049, c'est bon, j'arrête avec les comparaisons. Stop. Ok. On n'en peut plus. Non, mais c'est vraiment, enfin, c'est souvent ça, les personnages qui se prennent pour Dieu dans les films de science-fiction, c'est souvent les personnages qui sont un peu, je sais pas, un peu en dessous du récit. On va pas forcément trop se pencher sur eux et on va se concentrer sur d'autres personnages qui sont les méchants du truc. Et en fait, le vrai méchant, c'est le mec qui a créé tout le conflit. En fait, c'est le mec qui a fait de la merde. Et c'est un mec, il vit quand même dans une espèce de tour d'argent, quoi. Enfin, il vit dans un endroit qui jure de fou avec les rues de Los Angeles pluvieuses et sombres, quoi. Après, il faut Donc, pas mélanger antagoniste et méchant. Oui, exactement. C'est aussi ça que je disais au début dans l'intro, c'est que l'antagoniste, concrètement, celui qui est du coup opposé à Oui, Descartes, au c'est Roy, protagoniste, voilà. et c'est les autres réplicants. Et le méchant de l'histoire, c'est Eldon Tyrell, de manière très claire. Là, il n'y a pas de débat. Ah ouais, totalement. Mais finalement, l'antagoniste, c'est aussi le mec qui a fait que Rick Deckard, il se retrouve à risquer sa vie quotidiennement pour buter les réplicants. Bah, c'est aussi Tyrell. Et Après, c'est pour lui qui travaille aussi. Enfin, il y a un truc un peu après, c'est de pour triangle, parler- là, c'est juste pas une triangle question de amoureux, mais vocabulaire, triangle, tu vois, triangle de mort. Il sauve la vie aussi. Hein, Pour quand moi, même. c'est juste une question de vocabulaire, dans le sens où un antagoniste, le principe c'est que c'est l'opposé du Oui, protagoniste, bien sûr, bien c'est sûr. tout. C'est pas forcément un méchant. Ouais, voilà ça. Bien sûr. Mais comme dans un film où on suivrait le méchant et Un que peu le Joker. méchant serait le Le protagoniste, protagoniste, c'est un méchant aussi. Hein.
Bah du coup le gentil serait l'antagoniste. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Donc pour ça, c'est juste une Un peu comme le Joker. Ouais, vocabulaire, mais quoi. c'est Ouais, important, c'est je pense, de le préciser Ouais, quand bien même. sûr. Parce que là, du coup, la figure de l'antagoniste n'est pas si simple. Et c'est quand Non, j'avais parlé totalement. du sujet à Rafik, du coup, que je t'avais dit qu'on allait parler des méchants, et tu m'as dit, ah, attention, méchant ou Ouais. antagoniste, Ouais. c'est pas pareil. Et en fait, j'ai pas analysé du coup, la sélection de la même manière que si on avait parlé des méchants. On se serait peut-être pas concentré tant que ça sur Roy en parlant de Blade Runner si on avait parlé des méchants. Vous auriez un exemple là, par exemple, enfin tout connement, hein, d'un film où l'antagoniste est un gentil, mais vraiment pur gentil, en mode on suit par exemple en protagoniste le méchant et en antagoniste on devrait... Ouais, c'est une bonne question. Tu dis un film, on suit un antagoniste qui est gentil. Non, un film où le protagoniste est méchant, voilà, donc le héros du En film fait, est méchant. Le Joker. Moi, je suis méchant. Bah, le Joker, Oui, de Todd c'est pas le Phillips, personnage ouais. principal De du Todd film. Mhm. Le Joker moi, de je suis Todd méchant, le protagoniste, c'est Oui, méchant. voilà, le Joker moi je de suis Todd méchant, Phillips. totalement. Moi je suis méchant, alors pas le premier puisque c'est deux méchants qui s'affrontent. Ouais, mais, Mais, le personnage de voilà, Gru, c'est totalement. un protagoniste qui est méchant. C'est ça. Donc là, en vrai, carrément, c'est un antagoniste n'est pas forcément le méchant de l'histoire. Et donc, dans le fait que là, on parlait d'antagoniste, ça reste Roy Mhm. dans Blade Runner. Et puis Star Wars 3, c'est un peu ça. Hein. Star Wars 3, on a quand même un antagoniste qui est méchant, même si le protagoniste Ouais. est gentil et méchant. Non, c'est assez compliqué, je pense, de trouver un film où l'antagoniste est le gentil. C'est le Sauf- prochain thème du 7ème œil. Sauf peut-être film d'enquête. Ça m'étonnerait pas que dans des films où par exemple tu suis des criminels, un peu, alors là je sors du cadre du cinéma, mais dans le principe du jeu vidéo, Grand Theft Auto, on joue des méchants entre guillemets, on joue des criminels, Ouais. on se fait poursuivre par les flics sont les antagonistes. Bah, souvent Rockstar, hein, Red Dead et Voilà, tout. Rockstar totalement de manière générale montre comme personnages principaux des méchants. Mhm. Voilà. Donc bien sûr après avec toutes les subtilités qui vont avec. C'est vrai, c'est vrai. Bah voilà, je pense qu'on peut effectivement conclure là-dessus. Ouais. Donc sur Vas-y, ce que fais-nous tu une disais, conclusion. sur ce que tu disais, Gauvin, qu'il y a, voilà, là on peut séparer notre sélection en deux. On a ces méchants là qui n'ont pas de passé, ou alors pas forcément pas de passé, parce que finalement dans Inglourious Basterds on connaît pas le passé de Hans Landa, Ouais, mais on sait que c'est un chasseur de mais vie. oui, On sait que c'est un nazi, pas besoin de il l'expliquer, a, on sait que c'est un oui, nazi. oui, c'est un humain, on sait. Ah, tu as d'autres penser que Hans Landa en fait c'est un méchant et pas un antagoniste. Ah bah c'est les deux. bah, hein. c'est Les deux, quand même. Bah, de toute façon, il Ouais. n'y a pas d'autre antagoniste que Hans Landa finalement. Parce que le film serait pas mal choisi. Non, je rigole. À la fin du truc. Après, moi j'ai envie d'aller dans ton sens, j'ai pas le film, mais bon. Mais voilà, on a des personnages qui sont des symboles plus qu'autre chose et qui ne fonctionnent pas sans la présence du héros, donc soit The Dark Knight ou pour le chapeauté 2, et puis des méchants qui sont plus... Bah, après Blade Runner et Inglourious Basterds, c'est compliqué de les comparer, parce que Blade Runner, vraiment, il est... de Ouais, ouais. personnage, quoi. Bien sûr, dans Blade Runner, il est humanisé et finalement, l'antagoniste n'est plus tant antagoniste que ça à la fin, puisqu'il n'y a plus de conflit. Une fois qu'il a Ouais. sauvé Descartes, c'est plus la même paire de manches finalement. Et dans Inglourious Basterds, c'est vraiment l'ultime méchant, à mon sens. Enfin, on est sûr, enfin l'ultime antagoniste, quoi. Là, c'est En plus, vraiment, Roy il sauve à la fin. Oui, c'est ça que j'ai dit. Bah oui, Enfin, bien il sûr. sauve à la fin. Donc, Il sauve. Après, Mais, c'est juste un Alors que petit Rick n'a aucun scrupule à tuer les autres. c'est même Ouais. Roy qui dit en mode t'es pas sportif, genre c'est toi Ouais. qui t'es chiant. Genre. Non mais c'est comment dire, mais juste pour repréciser que c'est pas parce qu'à la fin il se serre la main qu'il n'est pas l'antagoniste. C'est pas parce que Ah, mais il change un peu de statut à la mais fin. il est plus le méchant, mais il Parle de est quel toujours film l'antagoniste. Un antagoniste est l'opposé du. Ouais, mais est-ce qu'il est toujours l'opposé du protagoniste à la fin Bah, disons que une fois le discours. bah, enfin oui, Lâché. pour moi c'est juste une place dans un livre, enfin dans une histoire, c'est juste la place du personnage. Peu D'accord. importe le personnage. Après voilà. Ok. On s'en fout un peu. En vrai, on n'était pas forcément parti sur ça dans l'analyse de base. L'antagoniste, bien sûr, après, il peut sûrement changer de rôle au fur et à mesure, mais si c'est juste à la fin, pour moi, ça change pas son rôle. Ouais. Par exemple, Anakin, pour vraiment aller à fond, pour le coup, change totalement de place. Il est le protagoniste dans Star Wars 1, 2, 3, il est l'antagoniste dans Star Wars 4, 5, 6. Là, on est vraiment sur un changement de place drastique, quoi. Même si à la fin, encore une fois, il redevient gentil, mais ça ne change rien au fait que c'est l'antagoniste dans 4, 5, 6. Bref, Mais- un antagoniste n'est pas forcément un méchant. Un antagoniste est le personnage qu'on va voir le plus après le protagoniste dans le film, En général, ouais. en général. Et l'antagoniste, d'après notre analyse, peut avoir deux manières d'être écrites différentes, quoi. Tout à fait. Voilà, là Merci, c'est très clair. merci Gauvin pour cette petite fin où effectivement là on a reprécisé. Et merci encore une fois à tous d'avoir écouté ce Merci podcast. Rafik, Merci hein. Rafik. Merci à vous d'être, de m'avoir invité. d'être Merci venu. Rafik, ouais. Merci Nina. C'est un plaisir. Merci Gauvin. Merci Dorian. Merci Dorian. Ok. Merci Gauvin, merci Nina, merci Dorian.
Et puis merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Spotify, suivez bien nos tout ça. Letterboxd, hein. Et suivez-nous sur Letterboxd, Non, effectivement. à fond, hein. sauf celui de Gauvin, toujours pas, moi. Mais on a mis le Letterboxd de Rafik en description, vous pouvez le Merci. suivre aussi. Puis on a Et mis vous ne ses- serez jamais le fan numéro 1 que je suis, ne l'oubliez jamais. Oui. Ah, ça, c'est Et là, je finis sur un truc un peu notre antagoniste. Mais oui, je sais plus si on l'a dit en introduction, mais Rafik est notre plus grand fan. C'est aussi pour ça qu'on l'invite. Voilà. Parce qu'il fallait Écoute bien tous les qu'on mette épisodes. notre antagoniste dans un podcast. Voilà, et on se retrouve pour Le un mois prochain épisode. Ouais. Pour. Ah oui, Ah. pour un épisode sur attention, des films où il se passe des choses. Bien fait. Non, on spoile pas quand même. Pardon. Non, on spoile pas. Des bisous. Bisous. Salut. Salut.